Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Ordo Associés. Parlons ensemble des conflits d'intérêts. On a fait plein de vidéos sur ce sujet, mais focalisons-nous sur un sujet délicat, souvent mal géré. Quelle procédure de déport utiliser? La prise illégale d'intérêt de l'article 432-12 du Code pénal, ex-ingérence, ne sanctionne pas que des cas d'atteinte à la probité. En fait, il suffit d'avoir été des deux côtés, côté public et côté privé pour soi-même, ou comme mandataire ou pour des proches, donc d'avoir été dans un système de double casquette pour se retrouver à prendre un risque. Les doubles casquettes portent le chapeau. C'est l'infraction la plus dangereuse en termes de nombre de mises en examen, et c'est dangereux parce que c'est la touche des élus irréprochables, car on peut se retrouver à constituer cette infraction alors que même que moralement on n'a pas le sentiment d'avoir franchi une ligne jaune. Il y a prise illégale d'intérêt, même sans intérêt, pour des intérêts moraux. Mais là-dessus, la loi est intervenue récemment pour corriger légèrement le tir, donc y compris pour des relations familiales, voire amicales. Et avec quelques dérogations pour les communes de moins de 3500 habitants, dérogations difficiles à utiliser d'ailleurs. Depuis une réforme de 2021, ce qui est censuré, ce n'est plus un intérêt moral que l'on aurait pour un intérêt privé qui pourrait se retrouver à s'entrechoquer avec l'intérêt public dont on a la charge. Cette infraction n'est plus constituée que s'il y a un intérêt de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de la personne côté public, que ce soit un élu local, un ministre, un agent public et quelques autres. Sauf que si on a un dossier et que tout d'un coup on se retrouve avec la constructibilité de sa maison, avec une desserte forestière lutte contre l'incendie, mais qui permet que j'ai une extension d'arrivée d'eau potable à un endroit où ça m'arrange, si j'ai une subvention à une association que par ailleurs je préside alors que je suis adjoint au sport et que c'est une association sportive, etc., etc. S'il s'agit de titulariser un agent alors que je suis adjoint en charge de la fonction publique, enfin en charge des RH, même si cette titularisation est à peu près automatique parce qu'il n'y a rien à reprocher à cet agent, eh bien je peux me retrouver dans une situation de conflit d'intérêts et il sera très difficile de dire que mon impartialité, mon indépendance et mon objectivité n'ont pas été perturbées alors qu'il s'agit de gens de ma famille, qu'il s'agit de mes propriétés, qu'il s'agit de mon entreprise, qu'il s'agit d'une association que je préside dans ma vie privée. Là-dessus, voir nos nombreuses vidéos. Mais à côté de cette réforme du 22 décembre 2021, il y avait une autre réforme, là voici plein de jurisprudence, une autre réforme qui était la loi 3DS du 21 février 2022. Au nombre des multiples dispositions de cette loi se trouve là le nouvel article donc L1111-6 du CGCT. Alors, que retenir de tout ceci? Le grand 1 de ce nouvel article nous dit qu'il y a une règle par défaut, sauf texte contraire, d'absence d'intérêt quand je vais délibérer pour une personne morale, droit public ou privé, où je représente la collectivité. Donc soyons clairs, si je suis président de l'association de tennis et que je suis conseiller municipal, bah évidemment, je vais devoir sortir de la salle quand on va délibérer sur les subventions aux associations sportives, parce que je ne suis pas président de l'association de tennis en tant qu'élu municipal, mais bien dans ma vie privée. Si en revanche, je représente la commune dans une association, une société publique locale, une SEM, un groupement d'intérêt public ou autre, ah oui, à ce moment-là, je ne serai pas, par défaut et sous texte contraire, en situation de conflit d'intérêt parce que j'y représente la collectivité. Bien. Mais il y a un grand 2 dans cet article. Le grand 2 dans cet article nous dit oui, mais attention, même dans cette hypothèse-là, il faut quand même prévoir un déport, ne pas participer au vote, mais on va revenir sur ce qu'il faut entendre et les procédures de déport à utiliser. S'il s'agit d'un contrat de la commande publique, y compris s'il s'agit d'aller siéger dans une CAO ou dans une COP en cas de DSP, s'il s'agit d'accorder une aide ou une garantie d'emprunt. Exemple, je donne une aide ou une garantie d'emprunt à une société publique locale que je préside en tant que, je sais pas, président de la communauté de communes, je pourrais délibérer et participer à la délibération sur un certain nombre de décisions relatives à cette société, mais quand il s'agira de lui donner un contrat, alors même que c'est une SPL et que je peux lui donner un contrat sans mise en concurrence, quand il s'agira de lui donner une aide, alors je ne pourrai pas prendre part au vote, je ne pourrai pas être dans la salle, je ne pourrai pas être le rapporteur de la délibération et j'aurai tout un processus de mise à part à organiser, lequel nous allons en parler dans quelques minutes. Et puis également, si les élus devront sortir lorsqu'il s'agira de délibérer sur la rémunération au sein de la société ou autre structure où ils vont représenter la collectivité publique. Bien.
Il y a une dérogation à cette dérogation, donc règle de non-conflit d'intérêt quand je représente la collectivité à l'extérieur. Oui, mais, grand 2, par contre, je ne participe quand même pas aux décisions en matière de contrat de la compte publique, d'aide économique, garantie d'emprunt et délibération sur la rémunération. Sauf, dérogation à dérogation, si il s'agit de siéger pour une personne publique, collectivité territoriale groupement, dans un autre groupement de collectivités, je représente ma communauté d'agglomération pour ces gens, c'est un syndicat mixte fermé ou ouvert, bon là il n'y a pas de problème, ou pour les actes relatifs au CCAS, CIS ou caisse des écoles. Alors vous allez me dire, du coup, j'ai jamais besoin de sortir ou de ne pas prendre part au port-vote quand je vais signer un contrat, moi, en tant que maire, avec la communauté de communes où je suis vice-président. Vous avez cet article-là qui nous dit qu'il n'y a pas de risque de conflit d'intérêt, mais cette infraction est tellement dangereuse et il pourrait tellement y avoir des difficultés là-dessus que dans les cas un peu limites où il y a un risque de divergence de point de vue, continuer à donner délégation à quelqu'un pour signer le contrat et négocier à la place pour ne pas signer avec soi-même n'est pas forcément une mauvaise idée. S'il y a des poursuites, vous aurez une magnifique ligne de défense avec cette règle issue de la loi 3DS. Mais quand on signe avec soi-même, on est malheureusement aujourd'hui dans des situations où ça suscite suffisamment le soupçon pour entraîner des enquêtes préliminaires qui suffisent à vous pourrir la vie. Donc évitez-vous donc cela. Et puis surtout, il y a un problème, c'est que ces listes-là sont plus strictes que ce qu'il y avait dans certaines jurisprudences, certes parfois anciennes, ce qui fait que pour l'avenir, on a une ligne frontière claire, tant mieux, mais pour les dossiers passés, on a des dossiers passés où des gens, je ne sais pas, par exemple, siégeaient quand il s'agissait de donner une garantie d'emprunt à la société d'économie dont ils étaient présidents. Et aujourd'hui, on pourrait dire, vous voyez bien que c'était illégal puisqu'il a fallu une loi pour le rendre légal et encore seulement dans certains cas. Donc, petit risque de retour de boomerang malencontreux, bien loin de ce qu'était l'intention du législateur en février 2022. Et puis, à préciser ensuite que cet article 217 de la loi 3DS comporte un certain nombre de toilettages, mais qui sont la suite de ce que je viens de vous évoquer. Voici à l'écran. Alors, venons-en maintenant au cœur de ce que je voulais traiter avec vous. Bah oui, mais quelle procédure de déport utiliser ? D'abord, je suis obligé de l'utiliser dans les cas qui ont évolué avec la loi 3DS. C'est ce que je viens d'évoquer avec vous. Et puis, maintenant, voyons, type de personne par type de personne, comment agir. Première hypothèse, j'ai les agents. La réponse, elle est simple. Je change les fiches de poste, je change certains éléments d'organigramme pour retirer très clairement un dossier à un tel, pour que ça soit porté par un tel. Et je vais recommencer dans certains cas l'instruction du dossier et je m'assure qu'il n'y a pas de transfert d'informations confidentielles, que sais-je encore. Attention, par exemple, même en droit des marchés publics, confère l'arrêt Corsica Networks, dont voici les références, on a fait une vidéo là-dessus avec Evangélique Métrobout, on peut se retrouver avec des marchés qui peuvent être vite viciés parce que quelqu'un vient du privé, est proche de l'entreprise et donc ça peut entraîner un vice du marché, arrêt Corsica Networks, voire même entraîner la condamnation pénale de la personne qui est parti il n'y a pas assez longtemps de l'entreprise privée qui ensuite se retrouve soumissionnaire. Et là, cassation criminelle, 7 septembre 2022, voici les références. C'est pas un petit sujet. Mais bon, pour les agents, changement des fiches de poste, mise à l'écart sur tel ou tel dossier, ça va. Pour les simples conseillers municipaux, départementaux, régionaux, intercommunaux, donc membres des comités syndicaux, conseils communautaires, conseils métropolitains, là, on se dit il faut sortir de la salle. C'est 21, 31, 11 du CGCT pour les conseillers municipaux. Oui, mais d'abord, tordons le cou à une erreur communément commise. Non, ce n'est pas un NPP ou NPPAV ne prend pas part au vote. Non, on sort de la salle. Et mieux que ça, c'est pas on sort de la salle, on n'a pas influencé les autres élus. On n'a pas participé aux commissions. On ne sera d'ailleurs pas pris en compte non plus dans le quorum, d'ailleurs, quand on est en situation de conflit d'intérêts. Donc, on a ici des règles bien plus strictes que ce qui se passe souvent. Alors, vous allez me dire, oui, mais sortir de la salle, ça fait vraiment coupable. Non, il y a des manières de le faire. Si je sors de la salle en disant, je suis désolé parce que j'ai un conflit d'intérêts, alors là, la presse locale se fait plaisir, voilà, l'opposition hurle, etc. Mais si on dit, écoutez, sur ce dossier-là, je préfère évidemment éviter jusqu'au début du commencement du soupçon, donc je n'ai participé à aucune commission, et là, je sors de la salle, je vais me faire un café, vous me prévenez quand c'est fini. Ça fait au contraire chevalier blanc. Vous voyez, tout est dans la manière de le gérer. Précisons d'ailleurs qu'à côté de cet article, L21 31 du CGCT, se trouvent également des dispositions propres aux avocats, aux ventes de coupes forestières ou fougères, l'article du code forestier, l'article 1596 du code civil, etc. Et puis quelques règles en matière donc d'urbanisme, avec un certain nombre de jurisprudences que voici.
Attention d'ailleurs, quand on va organiser le déport des uns ou des autres pour pas qu'ils soient en situation de conflit d'intérêts, il arrive même que parfois des réunions où on organise, du coup c'est toi qui vas le faire, si ça commence à ressembler à une manipulation pour dire c'est toi qui vas le faire, mais enfin on est bien d'accord que tu vas défendre mes intérêts, on reconstitue de nouveau l'infraction. Hein. Donc il faut faire attention à ceci. Même une réunion de déport peut avoir un petit parfum de manipulation et donc un avant-goût de condamnation. Idem d'ailleurs pour les votes au sein des commissions permanentes. Parce qu'on est dans un organisme certes exécutif mais collégial, il y a des élus qui se sont dit moi je suis pas vice-président dans ce domaine-là, je peux prendre part au vote. Non plus. Cassation 99. En matière d'urbanisme, donc je le disais, il y a des textes spécifiques. Voici ici quelques références. On a vu les agents, on a vu les conseillers municipaux, intercommunaux, départementaux, régionaux. Voyons maintenant ce qu'il en est des exécutifs, adjoints maires, vice-présidents, etc. Or, maire et président, voire même leurs premiers adjoints, premiers VP, on en parlera tout à l'heure. Là, la solution, elle est simple, un peu comme pour les agents. Grand 1, je ne prends pas part au vote, je sors de la salle, je ne participe pas aux commissions, j'envoie pas un mail ou un coup de téléphone pour inciter à aller dans tel ou tel sens. Voilà. Et je vais modifier les arrêtés municipaux. Soit je mets fin au conflit d'intérêts, je cesse d'être président du club de foot si je suis adjoint au sport, voilà, point, voilà. Je peux avoir mes enfants qui font du foot, mais pas qui vont être non plus trésoriers de l'association, soyons clairs. Dans certains cas, on a des situations super compliquées. Je veux rester président du club de foot, je veux rester adjoint au sport. Alors on va dire tu es adjoint au sport, mais hors le foot, qu'on va enlever des délégations de fonction. Mais comme la personne du coup va faire les arbitrages entre subventions, on va dire mais par contre tu vas pas non plus faire les ventilations de subventions. Ça va être l'adjoint aux finances ou l'adjointe aux finances. Bon, on arrive sur des choses très compliquées. Autre exemple qui ne vient pas spontanément à l'esprit et qui est en fait dangereux. Je suis enseignant ou enseignante dans le primaire et adjoint ou adjointe aux affaires scolaires. Plus classique, il n'y a pas. Et oui, mais si je porte des travaux dans mon école, je suis en conflit d'intérêts parce que ça change ma vie. Bon, alors si c'est je refais les sanitaires sur l'ensemble des écoles, il faut vraiment être un petit peu tordu pour aller dire qu'il y a un conflit d'intérêts. Mais il y a des tordus sur Terre. Maintenant, imaginez que je dise, non, moi mon grand projet c'est de passer de une ETSEM par école à une ETSEM par classe comme dans beaucoup de communes. Alors là, ça change vraiment la vie de l'enseignant en primaire, ça. Donc là, je suis désolé, mais il y aura un conflit d'intérêts. Surtout si, en plus, on n'a pas un très grand nombre d'écoles dans la commune. Donc, attention, encore une fois, le diable va se nicher dans des détails. Et modifier les arrêtés de délégation est au cœur des intérêts et des convictions et des enjeux et des intérêts parfois politiques d'avoir un poids dans telle ou telle association qui font que du coup, on est sur des choses délicates. Et puis là aussi, il ne suffit pas de dire je retire les délégations en adjoint. Si la personne va faire une subvention à une association dont il est trésorier, j'ai un exemple assez triste en tête d'un adjoint au maire condamné alors que bon. Et que je dis au dernier moment je ne prends pas par vote et je ne suis pas le rapporteur de la délibération et je sors de la salle. Oui, mais enfin si on a instruit le projet, y compris dans le projet de budget, c'est pas bon. On est obligé de tout refaire. De nommer quelqu'un d'autre qui va réinstruire le dossier, qui peut-être un peu pour la forme va faire 2-3 réunions, alors qu'on sait très bien que la subvention elle est très légitime, mais juste pour dire qu'on a bien repris la procédure au moment où celle-ci aurait peut-être pu être constitutive d'un vice et que l'élu, se réalisant tout d'un coup qu'il y avait un risque, a été parfaitement clair. Donc du coup, on se dira, bon, ok, pour les adjoints, on sort de la salle, on ne prend pas part au vote, on ne prend pas part au processus décisionnel, on n'influence pas ses petits camarades, très bien, et puis on travaille sur les délégations des uns et des autres. Oui, mais ça ne suffit pas toujours. Ça ne suffit pas toujours. Par exemple, il y a eu des décisions où un élu avait pas de délégation dans un domaine, mais un magistère d'influence vis-à-vis de ses petits camarades en raison, par exemple, de sa profession, et ça a pu suffire pour qu'il ait l'administration assurance de l'affaire au titre de cette infraction. Donc vraiment, il faut bien nommer quelqu'un d'autre pour porter le projet en l'absence de cette personne. Et puis pour le maire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc là, il faut utiliser l'article L2122-26 du CJCT, c'était l'ex-122-12 du Code des communes, qui nous dit que quand les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, eh bien, le conseil municipal va désigner, hors la présence du maire, toujours, un autre de ses membres pour leur porter en justice ou dans les contrats. Alors pour les contentieux, c'est facile, pour les contrats, c'est facile. Pour des actes unilatéraux, par exemple la délivrance des permis de construire,
évidemment cet article ne s'applique pas. Ou alors si je l'applique, je sors d'un risque pénal, mais je prends un petit risque administratif, c'est toujours moins grand qu'un risque pénal, mais tout de même. Oui, mais j'ai un autre texte, C'est l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013, modifié en 2017, il y a eu un décret en 2014 aussi, qui prend une procédure différente. Et ça tombe bien, parce que l'article L21, 22, 26 du CGCT, on n'a pas son équivalent dans les départements et les régions par exemple. Eh bien là, que va-t-on faire? On va nous dire, sous réserve des exceptions du deuxième alinéa de l'article 432 du Code pénal, c'est le régime des communes de moins de 3500 habitants que j'évoquais tout à l'heure, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leurs délégataires, mais auxquelles elles s'abstiennent de donner des instructions. J'aime pas cet article. Un juriste ne devrait pas dire s'il aime ou pas un article, on vit avec, mais il me pose un problème. Je m'abstiens de donner des instructions, mais quand c'est une délégation, si c'est une délégation de fonction, qu'on soit en commune, en département, en région, on est dans des domaines où il y a l'administration, la surveillance. D'abord, le juge nous confirme que ce sont juridiquement des délégations de signature, elles ne dessaisissent pas le délégant, et elles s'exercent sous l'administration et la surveillance du délégant, maire, président de conseil départemental, régional. Donc, si je suis maire, je préfère, dès que je peux, l'article L21, 22, 26. Si on a à traiter d'un élu départemental ou régional, on va évidemment appliquer cet article, ou pour les communes, appliquer cet article quand on n'est pas sur un contrat ou un contentieux, d'accord. Mais je préfère de loin combiner ceci avec le régime de suppléance, en disant je ne donne pas de délégation, parce que sinon c'est sous mon autorité de surveillance, je préfère dire que je suis empêché, ça c'est en droit c'est le cas, c'est incontestable, et que donc ça devient le premier vice-président, premier adjoint-maire, qui va par suppléance le faire, parce que là je n'ai plus l'article qui me dit que je peux lui donner des instructions. Bon, ça ne change peut-être pas grand-chose, mais ça me donne une sécurité supplémentaire, me semble-t-il. En tout cas, pour le maire et dans les domaines où on pourra utiliser l'article 21, 22, 26, ne surtout pas utiliser de délégation de fonction. Ne pas dire, toi, troisième adjoint, tu vas faire ça. D'abord, pourquoi lui? Pourquoi le troisième adjoint et pas un autre? Pourquoi? Donc en fait, c'est parce que tu savais qu'il allait agir dans le sens de tes intérêts. Enfin non, là, c'est une catastrophe. Utiliser à la suppléance plutôt que le régime de l'article de la loi de 2013 modifié. Et si je le fais, c'est bien un arrêté de déport sans délégation, surtout. Et avec transparence. Si jamais on vient vous dire que oui, il aurait fallu utiliser l'article L22, 21, 22, 26 et non pas une délégation à un adjoint, vous avez quand même la chance de pouvoir brandir un arrêt du Conseil d'État de 2020 dont voici les références et qui admet que l'on ne passe à la procédure de l'article 21, 22, 26 que quand j'ai la certitude d'avoir un conflit d'intérêt. C'est un peu plus subtil que ça. Donc bon, ça donne une ligne de défense. Et puis il y a une autre solution. Pas connu, moins connu. C'est de dire, moi, dans tel et tel domaine, je vais donner à la compétence à la communauté de communes. Alors, évidemment, il ne faut pas que je sois président également de la communauté de communes, ou la communauté d'agglomération, ou communauté urbaine, métropole. Parce qu'il y a des articles là-dessus. 52 14 16 1, 52 15 27, 52 16 7 1, etc. Alors, je ne vais pas dire parce que j'ai un conflit d'intérêt, mais je veux dire, d'une manière générale, je suis moniteur sportif, je suis entraîneur de plein d'équipes de sport, je suis maire d'une petite commune. Eh bien, on va dire que toutes les questions sportives de la commune, je les donne à la communauté de communes par convention 52 14 16 1 si c'est une communauté de communes. Je ne suis pas vice-président dans ce domaine et je sors de la salle, etc. C'est la communauté de communes qui gère ce truc-là. J'ai séparé les choses, ça marche bien aussi, et c'est même plus crédible que le fait de le donner à mon deuxième adjoint si je suis dans une petite commune où on est tous potes. Comment s'en sortir en pratique? Le problème, c'est que souvent les gens me disent c'est gentil vos trucs, mais moi, l'intérêt personnel de la troisième adjointe, moi, je sais pas ce que son conjoint fait dans la vie, ce que ses enfants font dans la vie. Ses activités associatives, je les connais peut-être pas toutes, donc je suis pas certain. La réponse est en général de faire une petite formation, non pas pour stresser tout le monde, mais pour montrer qu'il y a des solutions et que les risques sont quand on ne gère pas le dossier, justement. Glisser peut-être vers une petite cartographie des risques et après, en interne, avec un petit peu de confidentialité, on identifie les problèmes, on toilette tous les arrêtés de délégation de tout le monde sur toute une série de sujets et dans la masse, il y aura aussi des situations de risque de conflit d'intérêts qui s'éteindront pour l'avenir. Très bien. Et puis, évidemment, les plus grosses collectivités vont mettre en avant d'autres solutions, dont le référent déontologue, mais là on est sur des collectivités d'une certaine taille. Voilà, c'était une longue vidéo, mais le sujet est important et peut-être vaut-il mieux avoir subi 20 minutes de vidéo plutôt que de subir 2 ans de mise en examen. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. N'hésitez pas à vous abonner. Merci. Au revoir.